Messieurs les journalistes, je voudrais d'abord vous dire merci d'être venus couvrir cette 5e session du Conseil régional du Morono qui se tient spécialement, particulièrement ici, à Timlekro, dans l'une des sous-préfectures du département de Mbato. Comme je l'ai indiqué, nous avons fait ce choix pour rapprocher le Conseil régional des populations, pour bien démontrer que le Conseil régional est d'abord l'affaire des populations et que nous travaillons dans leur intérêt et avec leur soutien. Au cours de ce conseil, nous avons fait le bilan d'un an d'exercice qui a été une année riche en activités, aussi bien dans le fonctionnement quotidien du conseil, aussi bien au niveau des affaires générales que dans tous les domaines d'activité du conseil, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, de la formation et de l'emploi, que de la santé, que de l'hydraulique humaine, eux-mêmes dans le domaine particulier des sports, de la culture et des loisirs. C'est une année très riche. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire infiniment merci à tous les conseillers régionaux qui ont été présents à toutes les réunions, qui ont été présents dans les commissions techniques, au président du comité économique, social et environnemental qui nous a accompagnés de ses avis, de ses conseils et de ses contributions au cours de ce mandat, de cette année, et ainsi qu'à l'administration du conseil qui a été à la tâche, qui a été dévouée. C'est une administration renouvelée puisqu'elle a connu des départs et des arrivées, mais malgré le temps, ceux qui sont arrivés se sont mis immédiatement à la tâche. Je voudrais leur dire merci de leur engagement, de leur loyauté. Évidemment, nous avons donc décliné nos réalisations. Elles sont nombreuses. Beaucoup de salles de classe construites, des centres de santé construits, des logements d'infirmiers. Mais certainement que vous avez d'autres questions. Et donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien poser sur l'avis du Conseil régional du Morono. Encore une fois, merci d'être venu couvrir cet événement. Monsieur le Président, je suis Robert Crasso, journaliste à Notre Voix. Vous venez de tenir votre 5e session ordinaire du Conseil à Timlekro, après Mbato et Araï il y a quelques mois. C'est ça. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette délocalisation des sessions du Conseil du Morono? Est-ce qu'il y a une explication particulière pour cette dernière session qui vient de se tenir ici à Timlekro? Voilà. Dama, correspondant de l'AIT. Rencontrez-vous des difficultés dans l'exercice de votre tâche? Après un an d'exercice, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui dans vos actions sur le terrain, monsieur le Président? Notamment au plan des infrastructures économiques, sociales, culturelles et sportives. Donc la première question, pourquoi la délocalisation du conseil régional, de la session du conseil à Timlekro? Je crois que j'y ai répondu. D'abord au cours de la réunion et puis tout à l'heure j'ai indiqué que cela rentre dans notre vision de l'action du conseil régional. Et le conseil régional doit montrer qu'il est l'affaire de toutes les populations du Morono. Et pour cela, il faut être présent, il faut tenir les sessions dans les différents chefs-lieux de sous-préfecture, de département, et peut-être pourquoi pas de pays rural, pour que les populations voient bien que le conseil régional est à leur portée. Voilà, pour que les populations s'approprient cet instrument de développement. Donc c'est pour cela que nous venons, parce que toutes les populations n'ont pas l'occasion d'aller au chef-lieu pour participer à une session. Voilà. Donc certains peuvent même ignorer totalement l'activité du conseil régional, peuvent ignorer ce que le conseil régional fait et peuvent même ne pas savoir comment ça fonctionne, comment se déroule une réunion du conseil, quelle est la composition même du conseil. Et donc
cette stratégie de délocalisation nous permet en même temps de faire la promotion du conseil régional et de faire en sorte que les populations comprennent bien que c'est un instrument à leur disposition pour leur émancipation économique et sociale. Maintenant, le bilan. Le bilan d'un an, nous l'avons décliné tout à l'heure, nous en sommes satisfaits parce que nous avons en un an abattu beaucoup de travail. Et grâce à une organisation particulière que nous avons mise en place pour impliquer le plus grand nombre possible de conseillers dans l'action du conseil régional. Nous n'avons pas voulu nous appuyer uniquement sur l'administration du conseil régional qui reste malgré tout limitée en effectifs et en compétences. Voilà. Et or, il y a une population de conseillers au sein de laquelle il y a des universitaires, il y a des opérateurs économiques, il y a des cadres importants qui ont des capacités, qui peuvent apporter leur expertise à faire avancer le conseil régional. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur les commissions techniques. Et dans beaucoup de conseils régionaux, les commissions sont comme des structures uniquement de réflexion, d'analyse. Donc, ils sont détachés de l'exécution. Donc, ce sont des structures qui reçoivent des documents de l'exécution, qui les analysent et qui émettent des opinions, qui donnent des avis. Nous avons voulu en faire des structures opérationnelles qui ne se contentent pas d'analyser, mais qui doivent être sur le terrain, qui doivent conduire, piloter, assister et encadrer les actions de développement. Ainsi, nous pouvons disposer d'un personnel le plus étoffé possible. C'est ainsi que les résultats sont là. Grâce à cette implication des conseillers et à cette décentralisation des responsabilités, nous avons pu faire aboutir beaucoup de projets en l'espace de moins de 10 mois. Puisqu'on peut dire que nous avons véritablement commencé à travailler à partir d'avril 2019. Mais d'avril 2019 à décembre 2019, beaucoup de projets ont été réalisés dans le domaine de l'éducation. Nous avons achevé beaucoup de construction de salles de classe. Ici même à Témélé-Cro, nous avons mis à la disposition de la commune, de monsieur le maire, 3 bâtiments. Et nous sommes en train de construire un autre bâtiment pour les travaux pratiques, pour les salles comme ça spécialisées. Nous avons achevé des salles de classe à Elésue, à Finimanou. Nous avons achevé plusieurs centaines de salles de classe qui ont été construites. Nous avons lancé la construction de 2 collèges de proximité, un à Bloc-Pausso, un à Sélé-Bissou, ici même dans la sous-préfecture de Témélé-Cro. Nous avons démarré la construction du 2e lycée moderne de Bongouanou. Nous avons achevé le bâtiment administratif au collège moderne d'Assié-Koumassi. Il y a, dans le domaine des infrastructures scolaires, nous avons réalisé beaucoup de choses. Plus de 50% du budget de 2019 a été consacré à cela. La distribution, plus de 1000 tables bancs ont été distribuées à tous les établissements scolaires. Des mobiliers de bureau ont été distribués à toutes les administrations des établissements scolaires. Nous avons foré plusieurs pompes villageoises. Nous avons 5 HVA qui sont en réalisation, plus le renforcement de 2 autres HVA existants et puis 8 pompes à motricité humaine que nous avons réalisées. Et aussi, en ce qui concerne les infrastructures hydrauliques, dans le domaine des sports et loisirs, nous avons mené à bien le premier tournoi régional de football, doté de la Coupe de la Fraternité, qui va nous servir de base pour la constitution d'une équipe régionale de football. Nous avons aussi des infrastructures
sportives en réalisation. Les appels d'offres ont été passés, construire des stades à certains chefs-lieux de sous-préfecture qui n'en disposent pas, comme à Assi Koumassi ou à Nguessankoro. Et en 2020, nous allons faire le stade de Dieu Kokouré, etc. etc. Donc nous avons vraiment abattu beaucoup de travail au cours de cette année 2019. Nous en sommes heureux, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, quelles sont les difficultés? Bon, vous savez, les conseils régionaux ont d'abord une première difficulté, c'est la modicité des moyens financiers alloués à l'État. Pour l'année 2019, l'ensemble des conseillers régionaux ont pu disposer de 75 milliards de francs CFA sur un budget de près de 7 000 milliards. C'est dérisoire. Pour l'ensemble des conseillers régionaux, des collectivités locales, mairies et conseillers régionaux. Voilà. C'est une somme dérisoire. Avec cela, on ne peut pas faire face à tous les besoins des populations et à toutes les responsabilités des collectivités locales qui ressortent de la loi sur la décentralisation. Parce que au terme de cette loi, le développement local est d'abord l'affaire des collectivités locales. La production des services publics d'éducation, de santé et d'eau potable, c'est d'abord l'affaire des collectivités locales. Or, ce sont des domaines importants où les besoins sont immenses sur l'ensemble du territoire. Donc cela devrait aller avec une amélioration substantielle des ressources affectées. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une véritable politique de développement local si on n'alloue pas au moins 3 à 5 milliards, 300 à 500 milliards de francs CFA aux collectivités locales, au lieu des 75 qu'on a. Il faut multiplier par 4, voire par 5 ce qu'on donne à l'heure actuelle. Et cela est possible. Cela est possible. Mais pourvu qu'on fasse les collectivités locales véritablement la colonne vertébrale du développement du pays, de l'équipement du pays. Si on a cette conception, on peut allouer les ressources qu'il faut pour faire avancer le pays sur la voie de la modernisation sociale. Voilà. Parce qu'il y a trop de besoins et aujourd'hui, les ressources ne sont pas suffisantes, surtout pour promouvoir le développement économique et pour créer des emplois pour les jeunes. Voilà. Des projets comme le projet PGDEC sont importants, mais ils sont limités. Si nous voulons que les jeunes dans les régions, surtout ceux qui ont des niveaux inférieurs au bac, qui n'ont pas fait des études supérieures, et ils sont les plus nombreux, qui veulent avoir des activités génératrices de revenus dans le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat, des services. Ils sont coiffeurs, ils sont tailleurs, ils sont restaurateurs, ils sont réparateurs auto, réparateurs radio. Et ceux-là sont les plus nombreux dans les régions. Ils sont petits transporteurs. Si on veut que ceux-là puissent avoir les moyens pour promouvoir leurs activités, il faut s'appuyer sur les conseils régionaux. Un projet comme le PGDEC peut être un bon modèle, mais il ne sera pas suffisant. Il faut que les conseils régionaux soient d'abord les premiers acteurs. Et donc, mais pour cela, il faut des ressources. Il faut des ressources pour équiper les collectivités locales, pour attirer les investisseurs, pour attirer les opérateurs économiques, ceux qui veulent créer une entreprise, une petite unité de transformation des produits locaux. Ils ont besoin d'un financement d'une vingtaine, d'une trentaine de millions de francs CFA. Il faut qu'ils trouvent auprès des conseils régionaux ces moyens-là pour les aider à créer ces activités qui vont créer des emplois, qui vont créer des ressources, parce que cela va transformer, va offrir un débouché à la production locale et donc un moyen pour les parents de vivre de leur activité agricole. Et donc, nous n'avons pas encore suffisamment, je dirais, exploité le potentiel de développement que recèlent les conseils régionaux et je crois que c'est la principale difficulté à l'heure actuelle.
Merci, M. le Président. Félix Seba, Radio Moronu. Vous en parlez donc juste à l'instant, la jeunesse qu'il faut aider. Alors, M. le Président, dans votre programme, vous avez accordé une place de choix aux activités génératives de revenus, les AGR, au profit des jeunes et des femmes. Alors, quel bilan est-ce que vous faites à ce jour de ce programme-là? À la suite de cette question, vous parlez aussi du projet PGDEC. Au niveau donc de la conduite de ce projet-là, le Moronu a été cité comme l'un des meilleurs élèves par la Banque mondiale. Président, quel est votre secret pour votre succès? Bonsoir, M. le Président. Et chers Tatou. Alors, dès votre arrivée à la tête de la région, vous avez dit que la coopération décentralisée pouvait être un instrument pour booster votre région. Le Moronu a-t-il déjà bénéficié des retombées de vos voyages à l'extérieur? Ça, c'est la première question. Aussi, au moment de votre prise de fonction à la tête de la région, en décembre 2018, vous avez appelé les fils et les filles de votre région à travailler dans l'union et la solidarité, loin des chapelles politiques, afin de faire avancer la région. Avez-vous aujourd'hui le sentiment d'avoir été attendu? Bon, alors au niveau du projet PGDEC, programme d'emploi jeune et de développement des compétences, comme nous l'avons dit, est un projet qui a plusieurs volets, au moins 4 volets. Il y a le volet TIMO, le volet AGR, le volet MPE et le volet AVEC. Le volet TIMO, c'est le travail à haute intensité de main-d'œuvre, à travers lequel plusieurs jeunes sont recrutés au profit des sous-préfectures pour mener quelques activités d'entretien routier, des travaux d'entretien des villes, etc., etc. Et ils sont payés sur contrat. Ils ont un contrat et au bout du contrat, une épargne qui a été constituée pendant leur activité est mise à leur disposition pour leur permettre, par exemple, de passer au projet AGR qui est Activité Générative de Revenus, s'ils le souhaitent. Avec ça, ils peuvent constituer déjà la première dotation pour pouvoir mener les activités qui vont être soutenues par le financement du projet. Et puis, il y a les MPE, c'est-à-dire les micro et petites entreprises. Et puis, il y a les AVEC, qui sont les activités, les associations villageoises d'épargne, où dans des villages, des personnes dans le village s'entendent pour constituer une association pour épargner. Et lorsqu'ils ont atteint un certain niveau d'épargne qui témoigne de la cohésion de ce groupe, le projet leur apporte un financement pour mener une activité économique. Alors, à ce jour, comme vous l'avez dit, nous avons participé. Je ne crois pas, la Banque mondiale n'a pas dit que nous sommes le meilleur. La Banque n'a pas dit, la Banque mondiale ne fait pas de classement. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons satisfait à tous les critères de gestion de ce projet. Et nous avons satisfait à tous les critères parce que sur le volet TIMO, nous avons près de 300 bénéficiaires qui ont été employés au cours de cette année sur 2 vagues. Une première vague de 90 bénéficiaires qui ont fini leur formation, ils ont reçu leur attestation et donc ils sont aptes à postuler pour des financements dans le cadre des activités génératives de revenus. Un deuxième groupe, une deuxième vague de 210 bénéficiaires vient de finir en novembre son temps d'activité et donc eux aussi devraient pouvoir bénéficier des financements AGR. Au total, c'est près d'une vingtaine de millions de francs CFA qui ont été distribués à ces 300 bénéficiaires à l'issue de leur temps d'activité. Le projet AGR a profité à près de 200 jeunes et les retombées sont évaluées à terme à plus de 206 millions de francs CFA.
nous avons fait la remise des premiers chèques à Mbato à l'occasion de la 3e session du Conseil régional et nous continuons dessus ce projet pour que le maximum de jeunes puissent être effectivement installés. Actuellement, il y a une vingtaine de jeunes qui ont été installés, d'autres dossiers sont en cours d'instruction et c'est plusieurs dizaines de millions là aussi qui ont été alloués à ces jeunes-là. Donc c'est un projet qui marche bien parce que pour pouvoir consolider ce projet et le pérenniser, nous avons même fait un recrutement pour que l'une de nos sœurs qui a même un niveau maîtrise soit dédiée spécialement au suivi de l'encadrement de ces projets-là, en plus de l'encadrement offert par la plateforme de services dans le cadre du projet lui-même. Donc nous avons beaucoup de satisfaction et comme l'a dit le DG tout à l'heure à la réunion du Conseil, nous avons beaucoup d'espoir que nous serons éligibles disons, à la 3e opération du projet qui va certainement commencer en 2020. Est-ce qu'il y a des retombées pour la coopération décentralisée? Je peux dire que nous sommes en bonne voie parce que tous les contacts que nous avons établis au cours de cette année à travers les différents voyages sont en train de se concrétiser. Voilà. Il y a certains opérateurs avec qui nous avons pris contact, qui sont venus nous rendre visite et qui ont commencé à créer des structures pour pouvoir participer au développement du pays. Bon, d'autres sont en cours et au cours de ce mois, sinon du mois de janvier, nous allons recevoir certains de ces partenaires qui ont finalisé leur dossier, surtout dans le domaine agricole, puisque nous avons comme priorité la structuration de la filière manioc. Comment mettre en place des entreprises de transformation du manioc pour produire de la farine de manioc, pour produire de la téké, pour produire tous les dérivés du manioc, de manière à offrir un débouché aux productrices de manioc ici et créer à travers cette filière une économie autour de cette spéculation. Et donc on a de bons espoirs qu'en 2020, nous allons passer à la phase active de ce projet. Donc cette coopération a quelques retombées. Le directeur de cabinet vous a indiqué qu'à l'occasion de son séjour en Chine, nous avons pu bénéficier d'un panneau qui coûte des centaines de millions de francs CFA et qui devrait nous permettre de pouvoir avoir une activité autour de l'affichage publicitaire. Donc ce serait un patrimoine du Conseil régional qui nous permettra d'avoir des ressources à travers l'affichage publicitaire. Donc ça aussi, c'est une retombée immédiate. Et puis il y a d'autres que nous escomptons dans les semaines, mois à venir. Maintenant, est-ce que j'ai été entendu dans mon appel à l'union, à la mobilisation des fils de cette région? Bon, je pense que l'appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Hein. L'appel n'est pas tombé. Je peux prendre même, pour exemple, la cérémonie d'hommage qui a été rendue au professeur Simon-Pierre Ekanza, à laquelle nous avons, au niveau du Conseil régional, pris une part active, aussi bien à Abidjan qu'à Bongouanou. C'était un grand moment pour moi, un grand moment où les fils de cette région devraient manifester une solidarité autour d'un cadre qui n'est pas forcément engagé politiquement de notre côté, mais qui est un cadre qui a fait ses preuves sur le plan national, qui est une sommité universitaire au niveau national. Bon, je crois que c'était un bon moment. Bon, quand je regarde aussi comment nous sommes reçus un peu partout, quels sont les rapports que nous avons avec d'autres cadres qui ne sont pas forcément issus de notre organisation politique, je me dis que le pas au-delà du discours, la posture, la manière d'aborder les choses et d'aborder les gens
sont des éléments qui sont en train quand même d'opérer un changement dans l'attitude des uns et des autres pour qu'ils s'ouvrent davantage, qu'ils ne soient pas bloqués par des considérations politiques ou idéologiques, mais qu'ils comprennent qu'en ce qui concerne le développement de la région, chacun devrait faire l'effort de se débarrasser de son maillot politique pour s'engager dans les actions de développement posées par les structures de développement qui existent sur le terrain. Donc, c'est une nouveauté et notre espoir, c'est que progressivement, cet état d'esprit-là imprègne le comportement des uns et des autres et qu'ils voient à travers les structures décentralisées des instruments de développement dans lesquels tout le monde, tous les cadres sont invités à s'inscrire et à contribuer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'ambiance ici. Nous avons de bons rapports avec l'ensemble de nos frères et sœurs cadres de la région qui ne sont pas forcément des mêmes bords politiques que nous. Et donc nous devons poursuivre ce travail-là pour que de plus en plus ce qui touche le Morono soit d'abord l'affaire de tous les fils et de toutes les filles de cette région, sans distinction d'appartenance politique ou religieuse. Je suis Robert Crasso. Bien avant, vous avez été président de mutuelle dans cette région. On voudrait savoir quelle place occupent les mutuelles dans votre politique de développement de la région. Maintenant, la dernière question, c'est quelles sont les priorités pour les 4 prochaines années à venir? Les mutuelles de développement doivent occuper une place importante. Dès que nous avons été installés, nous avons eu une réunion avec les présidents de mutuelles à Abidjan pour les sensibiliser, pour d'abord faire connaissance avec eux et leur dire que le conseil régional, c'est d'abord l'affaire des cadres de la région, l'affaire de toutes les populations. Bon. Donc c'est un travail que nous devons poursuivre, parce qu'il faut reconnaître que pour le moment, les cadres ne se sont pas encore véritablement engagés fortement dans les actions du conseil régional. Beaucoup restent encore loin des activités du conseil, donc il y a un travail de sensibilisation à poursuivre. Nous avons prévu de contribuer à ce qu'il y ait des fédérations des mutuelles, de manière à ce que nous puissions coopérer en termes de projets, parce que les mutuelles ont leur plan de travail, ils ont leurs projets. Le conseil régional a aussi ses projets. Comment faire pour harmoniser? Si les jeunes des mutuelles peuvent construire un logement de maître dans un village, s'ils ont un projet de construire ce logement de maître, comment le conseil régional peut les aider à le faire de manière à ce que nous soyons les plus nombreux possibles à travailler pour le développement du village. Il ne faut pas que ce soit seulement les projets du conseil régional qui fassent évoluer le village. Il faut aider aussi les autres acteurs qui sont impliqués dans le développement et qui peuvent avoir des difficultés à certains moments. Comme je l'ai indiqué au cours de cette réunion, si une mutuelle a besoin d'un mot du président du conseil régional pour qu'une ambassade soit encouragée à réaliser un projet dans un village, il faut que notre coopération permette à la mutuelle de pouvoir disposer de ce mot. Nous-mêmes, nous pouvons, à l'occasion de certains voyages, pourquoi pas associer des présidents de mutuelles. Par exemple, nous allons en France dans le cadre d'une coopération décentralisée. Nous pouvons, si ces rapports sont étroits, associer un membre d'une mutuelle qui peut aller, pendant que nous parlons avec les institutionnels, lui parler avec la diaspora de la région vivant en France. Pour leur dire, bon, dans notre village, bien dans notre tribu, voilà l'ensemble des projets que nous avons en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé, en matière même de fourniture de médicaments. En général, ces diasporas sont organisées. On a des associations à Paris, un peu partout. Comment on peut les impliquer pour qu'ils viennent en renfort au travail des mutuelles dans les villages? Ce sont des opportunités, mais on ne peut les réaliser que s'il y a une synergie entre ces mutuelles et ces structures décentralisées. Et donc, il y a des conseils régionaux qui ont monté, ou même des collectivités territoriales, qui ont monté avec les diasporas des programmes immobiliers
Voilà, comment ils peuvent s'organiser là-bas et on met de l'eau à leur disposition pour qu'ils construisent tout un quartier. Bon, tout ça participe du développement de la région. Donc il y a un travail à faire dans ce domaine-là. Alors, votre dernière question, c'était... Les perspectives pour les 4 dernières années. Bon, les perspectives, nous continuons dans ce que nous avons décliné au cours de notre campagne, c'est-à-dire les 6 axes, ce que nous avons appelé les 6 axes de la grandeur, les 50 chantiers de la Renaissance, qui sont déclinés au niveau politique, au niveau économique, au niveau de la formation, au niveau politique, comme nous avons dit. Nous avons 6 chantiers. C'est d'abord comment nous contribuons à faire en sorte que, au plan traditionnel, le Moronou soit restauré. Voilà. À l'image de ce que vivent les frères du Lindéné, du Sanvi, du Guablin, qui appartiennent à la même communauté, à la même fraternité que nous, et qui disposent des autorités coutumières qui sont les garants et les symboles de l'unité de ces communautés, alors que chez nous, au niveau traditionnel, une telle entité n'existe pas. Les chefs ont déjà engagé un certain nombre d'actions. Comment nous pouvons travailler à faire en sorte que cela soit une réalité? Ils sont très avancés, donc nous allons poursuivre pour les aider à réaliser cela. Au plan de la renaissance économique, comme je l'ai indiqué, la structuration des filières. Depuis que le cacao et le café ne sont plus les cultures dominantes ici, que nous sommes même à la queue au niveau de la production nationale, il n'y a pas encore eu une spéculation, un ensemble d'activités autour desquelles organiser les populations pour que cette région retrouve son lustre d'antan, redevienne une région, un pôle économique réel. Donc ça, c'est une grande préoccupation et nous ne pouvons relever ce défi qu'à travers la structuration des filières agricoles, de manière à ce que nous passons à une forme d'industrialisation. L'industrialisation de la production de manioc, l'industrialisation de l'arachide, l'industrialisation de la tomate, l'industrialisation de la production de tomates, comment organiser les jeunes, les populations pour se professionnaliser dans la production de bananes, dans la production d'igname, dans la production de riz. Voilà. Donc, c'est cela qui constitue pour nous un élément fondamental en matière de renaissance économique. Et donc, nous allons continuer dans cette phase pour progressivement structurer toutes les filières. Et donc, en 2020, nous allons poursuivre ce travail de structuration des filières. En ce qui concerne la formation, comme je l'ai indiqué, notre objectif, c'est 10 collèges de proximité au cours du mandat. Nous avons déjà 2 qui sont en chantier, nous allons encore faire 2 cette année, donc nous allons tout faire pour pouvoir arriver à ce maximum. Et puis, consacrer au moins, nous avons dit au moins 1 milliard, mais à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 2 milliards consacrés à la construction des salles de classe et à l'équipement des salles de classe, parce que les besoins sont très importants dans ce domaine. Mais autant nous allons développer le réseau des infrastructures primaires, autant nous devons développer le réseau des collèges de proximité, voilà, de manière à ce que nous puissions absorber sur place tous les élèves qui sortent des établissements primaires. Et envisager aussi l'enseignement supérieur. Voilà, nous avons dit que s'il y a ce potentiel-là, il faut voir comment nous travaillons pour que ici émerge soit une université publique ou des établissements d'enseignement supérieur privés. Déjà, il y a un certain nombre dans la région de Bongouanou. Il faut qu'on voit comment, par exemple, dans la région de Bato, on puisse aussi étoffer le réseau d'établissements d'enseignement supérieur. Bon, ensuite, il y a les questions de bibliothèques, etc. Et en ce qui concerne la santé, notre principal objectif, c'est de relever les plateaux techniques des hôpitaux d'Ara, de Bongouanou et de Bato. Déjà cette année, nous avons 105 millions que nous consacrons à l'équipement des centres de santé. 105 millions pour équiper les 3 hôpitaux généraux et 15
établissements sanitaires de base. Voilà. L'année prochaine, nous allons continuer avec le bloc opératoire de Mbato, après celui d'Ara, de manière à ce que chaque département dispose d'un bloc opératoire. Bon, hier, le ministre de la Santé était de passage dans la région du Moronou et nous avons bon espoir que notre ambition de disposer d'un centre hospitalier régional, que cette ambition-là pourra trouver une réponse dans les années à venir si nous nous référons au discours qui a été tenu par le ministre et qui va dans le sens de notre aspiration que nous avons énoncée. Ensuite, il y a comment promouvoir l'embellissement des cités. Sur ce chantier, nous n'avons rien fait en 2019, mais en 2020-2021, nous allons travailler beaucoup dans ce domaine-là. Au plan sportif et culturel, notre ambition, c'est le Moronou Festival que nous voulons comme une biennale, donc qui va se tenir tous les 2 ans. Alors, en 2020, logiquement, on aurait pu le programmer, mais étant donné qu'il y a ce contexte électoral, certainement que nous allons le faire en 2021. Mais en attendant, nous allons poursuivre le championnat régional de football, dont la première édition a eu lieu cette année, et qui va connaître sa 2e édition en 2020, et qui va nous permettre progressivement de disposer d'une équipe régionale de football qui pourrait participer au championnat national. Donc voilà décliner quelques-unes de nos ambitions, et tout cela dans la plaquette qui nous a servi de plaquette de campagne, notre ambition pour nous et qui est à la disposition des uns et des autres. Les parents, remercier tous les journalistes, remercier le personnel de l'administration du conseil régional et puis vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Merci Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au thème de notre grande interview.